Bonjour, merci François. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un très grand plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui pour discuter du thème Exposer les migrations qu'on a choisi parce que le hasard ou d'autres facteurs, on verra en fonction des interventions, ont conduit à la programmation simultanée de 5 expositions sur le thème des migrations en ce moment qui sont déjà ouvertes depuis quelques temps ou qui vont ouvrir avant la fin de l'année en France, donc avec les représentants et représentantes des institutions, que je vais citer, que je remercie beaucoup de leur participation. Donc, sont avec nous donc le Muséum d'histoire naturelle en la personne de Mathilde Beaujean, qui est chef de projet exposition au Musée de l'Homme, le Louvre-Lens avec Marc Ozani et Florence Borel, chargées de projet de médiation, le MUSEM avec Camille Faucourt, qui est conservatrice du patrimoine et responsable du département mobilité, métissage et communication, le Musée national d'histoire de l'immigration, Palais de la Porte Dorée, avec ma collègue Émilie Gandon, conservatrice du patrimoine et responsable du Fonds Histoire, et le Muséum de Bordeaux, avec Nathalie Mémoire, sa directrice. Donc, je vais pas m'étendre sur le thème puisque ça ferait perdre un peu de temps de discussion. L'idée, c'était vraiment de croiser, d'abord de faire des petites présentations de chaque projet, bien sûr, puisqu'il y en a que vous n'avez pas pu découvrir encore puisqu'ils ne sont pas encore ouverts. Et d'échanger ensuite autour de grandes questions et de laisser un temps de voilà 15-20 minutes, de questions pour pouvoir échanger ensemble. Parce que bon, c'est un thème, qu'on juge sensible, politique ou propice à des questions liées à l'engagement ou autre, mais voilà, il y a peut-être des manières différentes, d'aborder ces questions d'exposition des migrations, hein, sujet qui fait partie intrinsèquement de l'histoire, et du patrimoine de notre pays. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole, donc on avait dit dans l'ordre d'ouverture, des expositions, donc c'est d'abord au Louvre-Lens, de présenter l'exposition Exil. Chers collègues, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Je vais vous partager juste du coup nos petites, effectivement, petit slideshow pour présentation. Dites-moi si vous le voyez. Oui, c'est bon, Marco. Super. Donc déjà, moi et Florence, on est ravis de cette invitation. On remercie évidemment la FEMS pour cette invitation à partager avec des collègues sur des thématiques proches dans nos expositions. Donc je vais faire un petit rappel, on va faire un petit rappel avec Florence de une présentation pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'exposition d'Exil Regard d'artiste, qui est une exposition qui a ouvert le 25 septembre 2024, qui sera présentée jusqu'au 20 janvier 2025, qui est une exposition qui a été établie sous le commissariat de Dominique de Fonréau, qui est conservateur général du patrimoine et chargé de mission auprès de la présidence au Musée du Louvre. C'est une exposition qui, voilà, globalement, interroge les liens entre exil et création artistique, avec des artistes concernés par l'exil ou d'autres qui en témoignent de façon plus extérieure. Donc voilà, on est vraiment sur une exposition de beaux-arts, avec un rapport fort à la littérature. Et cette collecte, dont on a travaillé spécifiquement, moi et Florence, dessus, qui s'insère au milieu de l'exposition, qui était déjà présente dans le projet de Dominique de Fonréau quand elle est arrivée quand elle a défendu ce projet d'exposition au sein du musée, euh, avec un enjeu justement d'intégrer des objets, une collecte plus ethnographique au sein d'une exposition de beaux-arts. Donc, je vais laisser la parole à Florence pour présenter un petit peu plus le contexte dans lequel a émergé ce projet. Merci Marco, merci aussi pour votre accueil. Donc cette slide est juste là pour que rapidement je présente le contexte de la collecte, parce qu'en fait pour le Louvre-Lens, ça n'était pas dans la mesure où nous avons déjà procédé à une collecte. C'est l'objet de la partie gauche de la slide, et nous avons aussi mené plusieurs projets participatifs et tutorés, projets étudiants, comme on aura l'occasion de le développer un peu plus avant, puisque la collecte pour l'exposition Exil a eu lieu avec 10 étudiants de l'école du Louvre. Alors pour la partie expérience de collecte, vous avez à gauche une exposition, vous avez l'affiche de l'exposition RC Louvre, qui en fait avait eu lieu en 2016 lors de l'Euro,
les 10 villes accueillant des matchs avaient été incitées par le ministère de la Culture à produire un événement. Et dans ce cadre, évidemment, quand on pense à Lens, on pense à l'autre monument lensois qui est le stade Bollaert. Et du coup, nous avions procédé à une collecte qui avait démarré par des enregistrements. Ceci rejoint des problématiques qu'on a rencontrées pour Exil, des enregistrements de supporters et des prêts d'objets ou des dons, donc objets de fans, finalement, on peut les appeler comme ça, des affiches, des maillots, qui étaient soit exposés temporairement et repartaient chez leurs propriétaires, soit faisaient l'objet de versement au Musée national du sport à Nice. Donc c'était intéressant parce qu'on a travaillé à cette occasion avec d'autres musées, collaboration qui a été très fructueuse. Sur la partie droite, vous avez une affiche qui rappelle l'exposition Intime et moi que nous avions menée avec des étudiants du territoire et en particulier des jeunes faisant partie d'un dispositif qui est l'école de la deuxième chance, donc pas forcément très très proche du musée, et nous les avons suivis de A à Z pour ce montage d'exposition, c'est-à-dire que aussi bien le choix des œuvres, la rencontre avec les artistes contemporains participants et l'accrochage ont été menés avec les étudiants. Donc la collecte pour Exil est arrivée sur un terrain qui était déjà, on va dire, préparé. Je repasse la parole à Marco. Ça, je ne vais pas le détailler, mais c'était juste pour présenter un petit peu la particularité du projet, c'est qu'on a eu une collecte tricéphale finalement entre donc l'équipe projet du musée du Louvre-Lens, donc Florence qui était plutôt chargée des aspects donc de médiation et aussi de relations avec le territoire, et moi qui étais plutôt chargé des aspects d'exposition, donc régie, près des œuvres, lien avec la scénographie et aussi lien avec les étudiants de l'école du Louvre. Il y avait il y a une chargée d'exposition, Noémie Verdeil, qui chapeautait l'ensemble du projet en termes de coordination, et effectivement aussi les autres métiers supports, notamment régie des œuvres, les chargés de projet de médiation numérique. Donc on a travaillé avec, comme le disait Florence, l'école du Louvre dans le cadre d'une exposition école, donc un projet tutoré avec 10 élèves de Master 2, qui ont travaillé avec nous tout au long de l'année, à la fois dans la conception de la collecte, dans sa réalisation et aussi dans la valorisation du contenu obtenu. Ils sont venus aussi avec nous sur le montage. Et Florence en parlera un peu plus en détail. On a travaillé avec des structures partenaires, donc associatives, mais pas que, du territoire, qui nous ont permis, en fait, qui nous ont mis en lien avec les témoins prêteurs, comme on les appelle, qui nous a permis d'avoir un intermédiaire, en fait, un ancrage local, avec au milieu, effectivement, le commissariat Dominique de Foréau qui était en validation et en support à toutes les étapes. Alors, les structures partenaires, en fait, effectivement, l'idée est de vous donner une image des structures avec lesquelles nous avons travaillé, puisque le commissariat d'exposition était assuré donc, par Dominique de Foréau. C'était résolument une exposition Beaux-Arts, mais elle s'ancrait dans un territoire, le bassin minier, qui est vraiment une terre d'immigration de longue date. Et l'idée, pour rappeler ceci, était d'inclure au sein même, au cœur de l'exposition, une collecte. Alors, évidemment, on ne savait pas ce qu'on allait rencontrer comme objet. Et du coup, nous avons travaillé avec 6 structures du territoire. Vous pouvez voir dans la partie basse, certaines sont très resserrées autour de Lens. Et puis, en haut, vous avez le SAVI, qui est le service d'accueil et vers l'intégration de jeunes mineurs non accompagnés, qui est situé à Béthune. Et là, l'idée, en fait, avec ces 6 structures, c'était d'obtenir un équilibre entre un exil historique, entre guillemets, c'est-à-dire celui des personnes dont les familles sont arrivées historiquement pour travailler dans les mines, à savoir immigration belge, polonaise, hongroise, et puis toucher des personnes vraiment d'immigration tout à fait récente. Donc, pour cela, nous avions choisi 6 structures, presque toutes, à l'exception du SAVI, situées en quartier politique de la ville. Ça, c'est aussi un engagement fort du musée, d'aller toujours vers des gens qui ne viennent pas forcément au musée. Et
par les associations qui ont accepté tout à l'unanimité. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose d'assez fort. Il y a un compagnonnage en médiation qui est de longue date, et ces structures ont prévenu les personnes et opéré un premier choix pour nous permettre de rencontrer au final ces 13 témoins prêteurs dont on va vous parler, et des objets venant, enfin, il y a une slide qui vous montrera vraiment la provenance des objets qui sont vraiment ventilés sur un territoire assez vaste. Je passe justement aux objets, à la scénographie. Je vous ai mis une petite image de la collecte en exposition pour que vous voyez un petit peu les types d'objets qu'on a pu récolter. On a travaillé avec du coup 13 témoins avec lesquels on a été mis en relation, 13 témoins prêteurs qui nous ont fourni à la fois un objet en prêt pendant la durée de l'exposition et un témoignage oral qui a été récolté par les étudiantes. On a 17 objets qui sont exposés avec une répartition voilà, géographique que je vous ai mis ici sur le côté, qui est plus celle des pays d'origine des témoins, plutôt que de l'origine même des objets, puisqu'il y a des objets qui ont été rachetés à l'issue du parcours migratoire plutôt qu'à l'origine, enfin, qui ne sont pas forcément originaires des pays d'origine. On a une diversité des objets, on a beaucoup de textiles, des bijoux, de la vaisselle, des archives aussi. Ce qui a été un enjeu aussi en termes de présentation. On a travaillé avec les ateliers Maciek Fischer en scénographie, qui ont réalisé l'ensemble de la scénographie d'expo et qui ont travaillé avec les étudiantes à cette intégration, à la fois montrer la spécificité de la collecte au sein de l'exposition et l'intégrer. Donc on a eu cette forme de podium avec une couleur qui est la couleur comment dire, qui sert à souligner certains aspects dans cette section qui est ici présente massivement sur le podium. Les étudiantes avaient réfléchi aussi à une circulation, à une thématisation des objets entre eux. Vous voyez derrière le grand joug, donc le collier de cheval en cuir, il y a un ensemble de calebasses qui est superposé, qui est en fait un petit peu le pilier autour duquel tournent tous les objets. Une médiation particulière aussi, qu'on voit un petit peu, les casques et les doubles cartels, dont va vous parler Florence pour finir cette présentation. Voilà, merci Marco. Et du coup, effectivement, l'enjeu de médiation était très fort, et ce qui est passionnant, c'est que tous, on a vraiment travaillé en mode projet, c'est-à-dire que tant durant la collecte qu'au moment de travailler sur la présentation, des choses ont évolué. La meilleure preuve, par exemple, c'est que là, vous avez donc un objet, j'allais dire une œuvre, mais on fait évidemment très attention à opérer une distinction, un objet qui sont des calebasses décorées, qui est un peu pivot dans la collecte. Beaucoup de choses tournent autour, et vous voyez que les étudiants ont réalisé, alors bien sûr avec l'aide des équipes, à la fois un cartel développé et puis ont voulu présenter aussi le prêteur. Il y a un côté très humain, sensible dans l'exposition, et là, tout a été ponctué par des débats, par exemple, mettre une photo ou pas, capter une capture vidéo ou pas des témoins. Et grâce au talent d'une étudiante, on a pu résoudre le problème avec ces portraits qui sont à la fois très expressifs, mais qui mettent aussi un peu une distance par rapport aux témoins. On a eu beaucoup de débats, on reviendra peut-être, et on s'est fait aider par nos collègues du MNHI justement pour ces captations. Et finalement, comme l'a dit Marco, on en est resté à une écoute très rapide des voix des prêteurs, avec parfois la traduction. Donc ce côté très présent, très humain au cœur de l'exposition qui nous était tout à fait précieux. Néanmoins, nous étions aussi conscients de questions qui pourraient se poser.
être posées par les visiteurs, ce qui fait que parmi les outils disponibles à la visite, outre un livret enfant, un livret de visite a été réalisé avec à la fin un glossaire qui permet vraiment de revenir sur les termes, de revenir et d'approfondir sur des termes tels que émigrants, expliquer aussi certains acronymes comme l'OFPRA, le CADA. C'est d'autant plus précieux que nous avions à l'origine 15 témoins prêteurs et que parmi ces 15 témoins, 2 ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et du coup, ils sont présents au sein de l'exposition par une phrase qui rappelle qu'ils ont participé au projet. Et c'était aussi nécessaire du coup d'éclaircir un peu la visite en précisant ce contexte. Alors, c'est vraiment une présentation rapide que l'on fait. Pardon. Non, non, j'allais vous remercier justement pour qu'on puisse… Juste pour vous dire que ça ne rend pas grâce, évidemment, à tout le travail qui a été fait, mais je pense que ça va être le cas pour tous les projets. Et du coup, à l'occasion, j'évoquerai aussi la médiation dans l'exposition qui a été totalement bouleversée par rapport à ce qu'on propose d'habitude pour aller justement vers plus de sensibles et qui a souvent été co-construite avec des personnes allophones. Et j'en resterai là en vous remerciant pour votre écoute. Merci beaucoup, Florence. Mais je vais tout de suite passer la parole à Camille Faucourt du MUCEM pour l'exposition Revenir. Et merci beaucoup, Elisabeth. Et, François, je vous laisse peut-être activer le PowerPoint sur lequel je n'ai malheureusement pas la main ce matin. Je te laisse me confirmer, Camille, que ça fonctionne. Alors, de mon côté, je ne vois pas le PowerPoint. J'ai un écran gris. Vous le voyez peut-être? Non plus? Alors, décidément, je vais retenter. Partager. Je partage l'écran alors. Est-ce que là, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Et on peut juste revenir sur la première slide, Ouais. s'il te plaît. Alors. Ça ne veut pas. Ok. Voilà, super. Parfait, merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de participer à cette discussion aux côtés de mes collègues et pour évoquer cette foisonnante actualité, effectivement. Je vais ici vous présenter l'exposition Revenir qui a ouvert le 18 octobre dernier au MUCEM, dont j'ai assuré le commissariat avec Giulia Fabiano, qui est une anthropologue. Et cette exposition n'est pas une exposition de beaux-arts comme celle du Louvre-Lens, mais bien une exposition de société, d'anthropologie, où l'idée, l'envie pour le musée et pour ma co-commissaire et moi était d'exposer, plutôt d'évoquer des trajectoires, des itinéraires, des expériences sensibles du retour, et je vais revenir sur cette thématique de suite, avec vraiment une exposition expérimentation qui marquerait vraiment une recherche en cours et non pas aboutie, et qui révélerait des phénomènes migratoires qui sont en constant renouvellement, très dynamiques, sans les figer dans une exposition à un instant T. Alors, on peut avancer sur la slide suivante. Merci. Je vous le disais, cette exposition, elle aborde le sujet des migrations à partir du point de vue du retour, du revenir. En effet, ce sujet de l'immigration, et c'est ce qui a poussé aussi le musée à programmer cette exposition, est évidemment incontournable aujourd'hui depuis Marseille et en Méditerranée. Néanmoins, ma collègue anthropologue Julia et moi-même ne souhaitions pas aborder ce sujet par le vocable de la crise, cette crise migratoire en Méditerranée, sans oublier évidemment la part de violence, de précarité extrême dans laquelle sont plongées les personnes en situation de migration aujourd'hui. L'idée était pour nous de revenir au cœur du phénomène, à cette relation au territoire d'exil, ce territoire d'ancrage que l'on est forcé parfois de quitter ou que l'on quitte volontairement, à travers donc la thématique du retour, c'est-à-dire un retour soit physique, soit imaginaire, de personnes ayant vécu l'exil, et des personnes donc, qui sont nées ailleurs, qui se sont installées dans un nouveau pays, ou de leurs descendants, et qui réactivent
par le déplacement physique ou par la revendication, parfois la création aussi, eh bien, un lien d'appartenance à ce lieu d'origine, ce lieu des racines, ce lieu d'ancrage, qu'il ait été directement connu ou qu'il se rattache plutôt à un territoire, disons, d'ancestralité ou d'origine familiale. Et donc, l'idée était pour nous vraiment de partir d'une expérience qui est à la fois évidemment individuelle, intime, mais aussi collective, souvent politique, celle du revenir et de rester au plus proche de ces expériences grâce au terrain et notamment à des enquêtes collectes, j'y reviendrai. Et donc, dans l'exposition, de déplier en fait une sorte de nuancier de ces expériences, de montrer des multiples déclinaisons du revenir, et d'en démontrer néanmoins les accents communs, puisque évidemment, que nous ayons vécu nous-mêmes un exil ou non, cette idée du retour vers un chez-soi, évidemment, elle nous habite tous et toutes, c'est une sorte d'universel, et donc c'est vraiment là-dessus qu'on voulait insister, en montrant que le retour, le départ et le revenir n'est évidemment pas un cycle clos, bien au contraire, on met en jeu là une relation à un groupe, une relation à un territoire, une relation au temps, au passé et à l'avenir, qui ne ferme pas, mais qui au contraire réouvre constamment des itinéraires, des expériences communes. Et donc on peut avancer dans le PowerPoint, merci François. Dans l'exposition, pour cette exposition, nous avons réuni à peu près 120 œuvres qui sont à la fois des collections de musées, des collections du MUSEM, du MENACHI notamment, des collections d'associations, d'institutions publiques, disons, mais également de nombreux prêts privés de particuliers avec qui nous avons été en contact finalement au fil de l'eau de la préparation de ce projet, notamment par le biais de réseaux associatifs, mais également des œuvres d'artistes, des artistes qui eux-mêmes ont vécu l'exil, se projettent dans un retour, fût-il possible ou impossible, et en rendent compte dans des créations qui, par leur matérialité, leur dispositif d'installation, leur inventivité plastique, relèvent souvent d'un langage assez commun, finalement, avec les objets qui nous sont prêtés, les objets de collection de musée, mais également les méthodes de l'anthropologue, le carnet de terrain, la photographie, le film, la question de la documentation qui va venir informer un certain nombre donc, de créations plastiques. Et donc dans cet espace ouvert, assez contraint, on est dans une salle d'exposition d'un peu plus de 300 mètres carrés, nous faisons dialoguer, vous le voyez, ces ensembles d'objets au travers de 4 sections qui permettent de déplier ce nuancier que je vous évoquais plus tôt. On peut avancer d'une slide, merci François. Donc 4 sections thématiques. L'idée pour nous n'était pas de cloisonner ou de hiérarchiser des espaces géographiques, mais toujours donc de mettre l'accent sur ces points communs. On peut également avancer, merci. Voilà, je vous ai préparé quelques slides qui vous montrent un petit peu cet espace du Georges-Henri Rivière, dans le Fort Saint-Jean de Mussem. Et on peut à nouveau avancer sur la prochaine slide. Des sections thématiques donc, qui se déploient autour disons, du type de lien que l'on entretient avec le lieu d'appartenance. Une première section sur les allers-retours qui évoque ces retours au bled, ces migrations pendulaires, ces liens assez fluides qu'on garde grâce à des ancrages familiaux qui sont toujours présents dans les pays d'origine. Une autre section qu'on voit ici qui s'intitule « C'était ici que », où là on bascule dans un registre plus mémoriel, où le retour devient... le retour est possible, mais bascule vraiment dans une sorte de pèlerinage. On va rechercher à réactiver des liens à des lieux, à une mémoire après une rupture politique, qu'elle soit décoloniale, un conflit militaire, un changement de frontière qui a empêché les personnes de résider, de rester dans leur territoire d'appartenance. Et on peut avancer encore, merci François, avec une troisième section où là, autour de l'interdiction du retour, on s'interroge sur la manière dont la revendication du droit au retour s'exprime malgré tout dans l'exil. Et puis une dernière section que je n'ai pas illustrée dans le PowerPoint qui s'intitule « Détour » et qui montre que malgré les interdits, parfois, le franchissement de la frontière imposée est possible par des retours inachevés, éphémères, mais qui permettent néanmoins de réhabiter les lieux qu'on a quittés. Et je profite de cette slide pour... Non, peut-être juste rester sur la photographie,
pour évoquer donc ce qui a été vraiment la colonne vertébrale, on va dire, de ce projet, que sont les enquêtes collectes, 5 enquêtes collectes, merci, que nous avons menées autour du bassin méditerranéen entre 2020 et 2023. Vous voyez ici dans cette vitrine le résultat d'une enquête menée dans le camp de réfugiés palestiniens d'Aïda en Cisjordanie par Marion Slitine et Benji Boyadjian. Et donc nous avons 6 enquêteurs et enquêtrices qui sont allés au plus près de terrain, qu'ils connaissaient au préalable. C'était une condition importante pour leur permettre d'échanger localement avec les acteurs, les individus impliqués dans ces itinéraires, ces trajectoires de retour. Des enquêtes qui nous ont permis de collecter à la fois des objets, vous les voyez dans cette vitrine, mais également de la documentation de terrain qui peut prendre différentes formes, photos, films, entretiens enregistrés, mais aussi dessins. Dans le cadre de cette enquête, puisque Benji Boyadjian est un artiste, et là, le terrain lui-même est extrêmement sensible, délicat, et l'intrusion d'un appareil photo, d'une caméra, a paru inappropriée vraiment à nos enquêteurs, et donc c'est par le biais du dessin partagé, on va dire, co-créé avec les personnes qui sont représentées dans certains d'entre eux, que la documentation de l'enquête a été envisagée. Ces enquêtes collectes, elles ont vocation à intégrer les collections du MUSEM, et c'est grâce à elles, autour d'elles, finalement, autour de ces territoires, donc la Cisjordanie, la Galilée au nord d'Israël, la Macédoine du Nord, la France, l'Italie, et enfin la Grèce avec l'île de Rhodes, que nous gravitons en fait autour de ces différents pôles géographiques, mais vous l'aurez compris, qui sont répartis dans ces sections thématiques. Voilà, pour conclure, puisque le temps nous est compté, je voulais revenir sur cette dernière slide avec quelques chiffres clés. Donc, je vous le disais, voilà, à peu près 110 œuvres exposées sur 350 mètres d'exposition, 6 années de préparation, puisque la recherche initiée par Giulia Fabiano sur la question des retours date, elle, de 2016-2018, un premier contrat de postdoctorat qui a finalement abouti à cette exposition. 5 enquêtes collectes, donc menées pendant 3 ans, et au sein de l'équipe projet, plus d'une vingtaine de personnes, en incluant les enquêteurs, dans nos différents pôles de production, régie, la scénographie, avec un très beau travail par Claudine Berthomeux, que je salue, la signalétique, et puis enfin l'équipe du commissariat, Julia et moi-même, qui avons été largement appuyés par diverses élèves, notamment de l'école du Louvre en stage. Voilà, donc je conclue ici sur cette présentation et je laisse la parole à mes collègues. Merci beaucoup Camille. Donc je passe la parole à Émilie Gandon pour le Musée national d'histoire de l'immigration, dont l'exposition Chaque vie est une histoire a été inaugurée la semaine dernière. Émilie? Oui, ça y est. Oui, tu es là. Bonjour à tous. Merci beaucoup Elisabeth et les collègues pour ces présentations vraiment intéressantes. Donc moi, je vais vous présenter effectivement l'exposition Chaque vie est une histoire qu'on présente au MNHI donc depuis le 8 novembre dernier. Donc on a inauguré la semaine dernière, comme disait Elisabeth, et qui sera présentée jusqu'au 9 février, ouverte jusqu'au 9 février. Donc, c'est une exposition qui pose un nouveau regard sur la collection du musée, de notre musée, à l'occasion des 20 ans d'existence de cette collection. Donc, pour mémoire, c'est en 2005 qu'a eu lieu la toute première acquisition du MNHI, de la collection du MNHI, donc qui marque la naissance de la collection. Et donc, 20 ans plus tard et près de 8000 numéros d'inventaire plus tard, ça nous semblait vraiment important de mettre et de remettre à l'honneur la collection du musée et d'en proposer une nouvelle lecture. Donc l'exposition, elle vise bien entendu à remplir les missions qui sont celles qui ont été confiées au musée à sa création. Donc notamment, bien évidemment, celle de faire évoluer les regards sur l'immigration, rendre visible une histoire faite d'invisibilité, rendre corps, rendre visage et nom aux anonymes, ces anonymes qui sont venus d'ailleurs, qui se sont installés en France pour y construire leur propre histoire et plus largement notre histoire collective.
Donc, comme fil conducteur pour cette exposition, on a choisi de proposer une relecture de la collection à travers le prisme de l'invisibilité qui est à bien des égards liée à l'immigration. Et donc, pour ce questionnement autour du visible et de l'invisible, on a trouvé notre inspiration et puis nourri nos réflexions avec notamment les travaux d'Abdelmalek Sayad sur la double absence. Sayad qui dit l'immigré est absent de sa famille, de son village, de son pays natal, mais tout aussi absent du fait de l'exclusion dont il est victime du pays d'arrivée. Donc voilà, ça a été une de nos sources d'inspiration. Et puis on s'est aussi inspiré des écrits de Georges Perec, notamment dans Ellis Island, qui questionne l'invisibilité des lieux que traverse le migrant. Donc voilà, c'est cette plongée dans nos collections et ces sources d'inspiration nous ont conduit à proposer une exposition qui est divisée en trois grands chapitres. Un premier grand chapitre, présence-absence, qui relate les départs et les manières de combler l'absence. Donc dans cette partie, les œuvres, les objets, les documents qu'on présente, donc on y reviendra peut-être un petit peu plus tard sur la spécificité des collections du MNHI avec son fonds d'art contemporain, son fonds histoire et son fonds témoignages et société, donc qui associe à des objets des témoignages recueillis. Donc dans cette partie, la diversité des œuvres et des objets qu'on présente entendent vraiment révéler en creux l'invisibilité des migrants les routes de l'exil, donc l'invisibilité de ces migrants qui sont partis loin, qui sont parfois disparus à jamais, en mettant en avant, à travers des œuvres, des objets, des documents, les traces directes ou indirectes qui témoignent de leur passage et qui rendent manifeste cette invisibilité. Et puis, dans cette première partie, on évoque également en corollaire les manières de combler et de réparer l'absence. Donc, je ne vais pas du tout détailler les œuvres qu'on présente dans l'exposition. Simplement, vous dire un petit mot de ce qu'on voit à l'écran. Dans cette première partie, on présente notamment une œuvre de Khaled Takreti, Les Baluchons, que vous voyez sur l'image de gauche, qui évoque les parcours migratoires contemporains, mais aussi la propre histoire de l'artiste. On présente des œuvres de la série photographique de Laetitia Tura en haut à droite, qui a suivi des migrants sur la route de l'exil aux frontières du Maroc, de l'Espagne et de la Tunisie, et qui, elle associe des photographies où les migrants sont hors champ à des témoignages recueillis auprès des migrants ou de leurs familles. Et puis, un ensemble... Parmi ce qu'on présente dans cette partie, un ensemble sur les migrations entre les Comores et Mayotte avec la présentation d'un kwassa et des témoignages de migrants. Donc ça donne un bon aperçu de la diversité des collections du musée. Donc ensuite, on a un deuxième grand chapitre dans cette exposition, La vie au bord de la vie, qui là rappelle la précarité des conditions de vie de ces personnes anonymes qui bien souvent restent dans l'ombre. Donc on a fait, pour cette partie, on s'est aussi appuyé sur le constat que la collection de notre musée, elle est peuplée d'anonymes, de visages d'hommes, de femmes dont on ne sait plus rien aujourd'hui, qui sont devenus anonymes. Et on sait aussi, on rappelle aussi dans cette partie que la précarité des conditions de vie et de logement renforce cet anonymat en gommant l'identité de ces hommes et de ces femmes. Donc, à travers des œuvres, des objets, des documents, les représenter, les donner à voir, c'est vraiment une manière, que ce soit pour le musée, mais pour les artistes, pour les photographes, de révéler leur présence et les sortir de l'ombre. Donc, dans cette exposition, on présente par exemple ce que vous voyez en bas à gauche sur les côtés, des photographies produites par le Studio Rex de Marseille, implanté dans le quartier de Belzins, qui produisait des portraits photographiques pour une clientèle majoritairement immigrée. On présente aussi sur la droite cette œuvre de Barthélemy Togo, Climbing Down, qui évoque avec cette superposition des lits, les foyers d'immigrants et puis le décalage profond finalement entre rêve et réalité. Ou encore pour la collection d'art contemporain, ce que vous voyez, les œuvres de Jamel Tata que vous voyez en haut et en bas, c'est sans titre, c'est E.T., ces figures mélancoliques de jeunes hommes qui évoquent ces hommes en attente que l'on retrouve de part et d'autre de la Méditerranée.
Et puis, le troisième et dernier chapitre de notre exposition, ce troisième temps, intitulé Lever le voile, gonfler la voile. Là, dans cette partie, on évoque la solidarité, la fraternité, mais aussi les mémoires retissées. Donc, on présente dans cette partie tout à la fois des exemples de petites initiatives, des sortes de parts de colibri au service de la solidarité, comme un ensemble relatif aux bénévoles du collectif Accueil Migrants de Barbezieux, qui fournissent un toit et accueillent des personnes exilées, ou dans un registre totalement différent, le dôme de Mota Aznar que vous voyez en bas à droite, cette tente ou cette yourte nomade qui se fait un petit peu le symbole de la rencontre et de la fraternité. Et puis on présente aussi dans cette dernière partie le travail de recherche et de création qui permet de retisser le fil des histoires singulières et des mémoires collectives, que ce soit à travers des parcours de vie ou des œuvres de fiction comme la bande dessinée. Donc, c'est une exposition qui se déploie sur 800 mètres carrés, dans laquelle on présente près de 200 œuvres et objets issus des 3 fonds de la collection. Donc, comme je vous disais au début, hein, le fonds d'art contemporain, le fonds histoire et le fonds témoignage et société. Donc, le commissariat, il a été assuré par les 3 responsables de fonds au sein du musée. Donc, Isabelle Renard, qui est la responsable du fonds d'art contemporain, Elisabeth Joly-Chimals, qui est ici présente, responsable du fonds témoignage et société, et puis moi-même pour le fonds histoire. Et puis, pour cette exposition, on a fait le choix de confier la rédaction des textes de l'exposition, donc le texte d'introduction et les 3 grands textes de partie, à l'autrice Natacha Apana, qui est une autrice d'origine mauricienne et qui a notamment écrit Le Dernier Frère, Tropique de la violence, Rien ne t'appartient ou très dernièrement La mémoire délavée. Et donc on est vraiment très heureuse de cette collaboration parce que finalement elle a vraiment su traduire avec une grande délicatesse et beaucoup de poésie les différentes facettes de la collection, mais aussi la complexité de ces histoires migratoires. Et puis, la préparation de l'exposition, elle a associé étroitement les membres du service de la conservation, les conservatrices, les attachés de conservation, une assistante de conservation. Et puis, la production, elle a été pilotée par une chargée de production du service des expositions du musée. Et la scénographie a été conçue, donc scénographie qu'on apprécie beaucoup, qui a été conçue par l'agence Atoy. Et voilà pour la présentation de l'exposition. Merci beaucoup, Émilie. Je passe la parole donc maintenant à Nathalie Mémoire, donc du Muséum Sciences Nature et du Jardin botanique de la ville de Bordeaux pour l'exposition Migration du vivant qui s'inaugure la semaine prochaine. Merci Elisabeth, merci à la FEMS de m'accueillir. Et donc je vais partager mon écran pour le PowerPoint. Est-ce que vous le voyez bien? C'est bon, c'est parfait. Alors, cette exposition, donc, nous inaugurons le 21 novembre, la semaine prochaine, qui sera ouverte au public avec une journée de lancement le dimanche 24 novembre, a cette particularité de se dérouler sur les 2 lieux du Muséum et du Jardin botanique de Bordeaux, de part et d'autre de la Garonne. Et donc, nous allons véritablement inviter les visiteurs à réaliser eux-mêmes une migration entre ces deux lieux. Et donc, cette exposition est la première grande exposition réalisée en commun par les 2 structures, donc qui se rapprochent progressivement pour former un établissement commun dédié aux sciences de la nature en général. Alors, le propos de l'exposition va dézoomer par rapport à ce qui a été présenté par nos collègues jusqu'à présent, puisque, en fait, l'ensemble du vivant migre à un moment donné de la vie des individus ou de la vie des espèces. Donc, on dézoome du point de vue des espèces et on dézoome dans le temps également. Et donc, nous allons parler des migrations des plantes, des animaux et des humains.
Alors, l'idée de l'exposition, je développerai peut-être au niveau des questions tout à l'heure, mais est venue avec le sujet de ce que migration évoque pour les uns migrants et pour les autres les migrateurs. Et donc, nous avons voulu véritablement recontextualiser les migrations humaines que nous ne développerons que peu, puisque ce n'est pas notre cœur véritablement de collection. Mais donc, l'idée, c'est de contribuer à la déconstruction des idées négatives et conflictuelles autour des migrations humaines en les relativisant et en les remettant dans le contexte général des migrations. Alors, ce projet était évidemment un thème commun qui pouvait traverser les deux sites du muséum et du jardin botanique. Le travail a été commencé en 2022 et nous avons commencé par constituer un groupe projet appuyé par un conseil scientifique commun donc qui s'est réuni à plusieurs reprises pour pouvoir voir de quelle manière on pouvait traverser le sujet. L'exposition a été réalisée en interne avec les équipes conservation et exposition du muséum, avec des graphistes et illustrateurs prestataires, mais avec une scénographie et une médiation préparée en interne. Et l'exposition a bénéficié du label d'exposition d'intérêt national pour l'année 2024. Donc, nous proposons donc un visuel et une affiche commune pour pouvoir parcourir le sujet. Alors, comment arriver à traverser le sujet de manière aussi vaste? On a fait le choix dont nous verrons comment il est ressenti par le public, mais de ne pas rester dans un cadre géographique ou environnemental, mais de tenter de questionner sur un certain nombre de ces thématiques qui vont traverser les deux expositions. Et donc de regrouper des espèces qui, à des endroits différents, à des moments différents, vont pouvoir répondre à ces différentes questions. Donc, quelles espèces migrent ? Qui migre à l'intérieur des espèces, les jeunes, les adultes, les mâles, les femelles, est-ce qu'on migre en groupe ou est-ce qu'on migre seul? À quel rythme? Comment migrer? Quels sont les dispositifs physiologiques ou comportementaux qui vont permettre ces migrations? Pourquoi on migre? On migre vers où? Sur quelle distance? Quelles sont les conséquences et les freins de ces migrations? Et aussi un peu comment le sait-on, quelles études permettent d'accéder à ces informations. Alors dans le parcours du point de vue scénographique, c'était difficile d'intégrer les humains, donc à l'intérieur de l'expo au muséum, eh bien les humains vont avoir une séquence particulière. Donc voilà quelques vues de l'exposition qui est véritablement en fin de montage aujourd'hui, à gauche telle qu'elle est présentée au muséum et à droite dans la partie salle d'exposition du jardin botanique de Bordeaux. L'exposition donc se développe au total sur 630 mètres carrés en ces deux espaces, auxquels s'ajoute une plate-bande du jardin en extérieur. L'exposition donc va permettre de montrer, de mettre en valeur les collections du muséum, des collections vivantes, des collections sèches, naturalisées, des moulages, des modèles, avec plus de 246 spécimens au muséum et au jardin botanique, des planches d'herbier et les espèces plantées. Alors, les migrations humaines. Donc, on a choisi de réaliser deux projets participatifs pour cette exposition, un projet de collecte, et donc là aussi en dézoomant la question. Nous avons demandé à différents partenaires, différentes relations, de nous confier des objets qui vont témoigner de leur parcours, mais
un parcours de vie ou un parcours, eh bien, on décline ces différents rythmes, migration journalière, migration saisonnière ou migration d'une vie. Donc nous présentons 9 objets, on développe comment ces objets ont accompagné les personnes en famille ou individuellement ou en groupe plus large. On propose la carte qui montre ces déplacements et puis on invite tout au long de l'exposition les visiteurs à nous proposer des objets et donc qui seraient renouvelés sur un rythme de 2 ou 3 mois pendant la durée de l'exposition, donc qui se déroule sur une année. Autre aspect participatif sous forme d'une borne interactive où l'on invite les visiteurs à indiquer leur lieu de naissance, leur lieu d'habitation et les lieux de naissance de leurs parents et de leurs grands-parents, permettant de produire à chaque fois une carte qui montre les déplacements, puisque l'idée c'est que en réalité personne n'est de souche. En réalité, chacun a migré à un moment ou à un autre de sa vie ou de sa famille. L'exposition est complétée par d'autres regards, 4 collaborations artistiques. D'une part, une exposition de photographie qui est présentée dans 2 autres salles du Muséum de Bordeaux, qui sont le carré Art et Sciences et le carré Détente, où on propose chaque fois un regard d'artiste en complément de l'exposition scientifique qui est proposée. Et donc, Xavier Bou, qui est un photographe catalan, réalise ces photos tout à fait extraordinaires qui sont des instantanés, des rafales de photos qui montrent le parcours, le trajet en fait dans le ciel d'espèces d'oiseaux qui migrent. Le pendant au Jardin botanique, c'est l'exposition Leçons de choses de Gérard Auré, qui se dit artiste essayiste et qui collecte des graines et des spores sous les chaussures des passants ou de visiteurs et qui les fait pousser, qui crée des micro-paysages qui vont progressivement se développer, montrant ainsi le rôle des humains dans ces migrations. Plus largement, pour l'exposition, il y a les enjeux de société qui sont évoqués dans la partie des migrations humaines, mais dans les 2 questions, les conséquences et les freins des migrations, on aborde les questions d'enjeux environnementaux et de déplacement d'espèces qui sont dus à l'espèce humaine, volontairement ou involontairement, et également les freins aux migrations, je dirais, naturelles des espèces dues à l'impact de l'homme sur les différents environnements, du fait de frontières ou de modification de ces habitats. Je termine ici sur ces collaborations artistiques donc, qui interviennent aussi dans la programmation culturelle avec une pièce de théâtre qui sera donnée le 28 janvier qui s'intitule « Debout les singes » et qui évoque l'acquisition de la bipédie et le début des déplacements de la lignée humaine qui va conquérir le globe. Mais c'est le sujet principal, je pense, du Musée de l'Homme qui intervient après moi. Donc, c'est un clin d'œil que nous faisons ici. Et puis, Murmuration, la tournée des oiseaux, avec un pianiste qui est en train de faire une migration en accompagnant les grues, donc depuis l'Europe du Nord jusqu'au Sénégal. Et il viendra chez nous au retour de migration des grues en février pour une série de concerts au jardin et au muséum, donc qui va évoquer du point de vue musical ces migrations.
Alors, ceci est complété par une programmation culturelle et éducative commune aux deux sites, avec une série de 6 tables rondes autour des différentes thématiques, donc développées à peu près une fois par mois, autour de l'histoire des migrations humaines, sur Migrer aujourd'hui pour évoquer les migrations contemporaines. Loup et mouton, eh bien, comment peuvent cohabiter ou pas les loups qui... Nathalie, pardon, je me permets de Pardon. vous interrompre. Je vois juste l'heure qui tourne. Nathalie, je me permets de vous interrompre. Si voilà, en quelques secondes, vous pouviez peut-être Tout à fait. conclure avant. Voilà, Tout qu'on à passe fait. la Donc, les titres des conférences sont affichés sur ces différentes thématiques. On complète par des dossiers pédagogiques et des animations scolaires et un parcours jeune public spécifique dans les deux sites et un parcours facile à lire et à comprendre. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Effectivement, les présentations ont un peu débordé avant vous aussi. Donc, c'est en enjoignant Mathilde Beaujean pour le Musée de l'Homme et l'Expo Migration, une odyssée humaine. On peut terminer les présentations à 10 heures. Ce serait super. Je raccourcirai un petit peu mes questions transversales pour laisser quand même un quart d'heure d'échange avec les participants. Donc, merci beaucoup, Mathilde, et on vous écoute pour donc les 8 prochaines minutes. Merci. Oui, bonjour et merci à la FEMS pour l'invitation. Je vais raccourcir un petit peu la présentation. Donc, je vais vous présenter rapidement notre prochaine exposition temporaire, donc Migration, une odyssée humaine, qui est notre prochaine grande exposition au Musée de l'Homme. Donc, je rappelle que le Musée de l'Homme est un des 12 sites du Muséum national d'histoire naturelle. Et cette exposition ouvre le 27 novembre jusqu'au 8 juin 2025. Donc, on est en chantier, on est en fin de chantier actuellement. Donc, c'est une exposition qui se déroule sur 650 mètres carrés, qui a été conçue et produite au service des expositions du Musée de l'Homme, sous le commissariat scientifique de 2 personnes, donc Sylvie Mazzella, qui est sociologue, directrice de recherche au CNRS et à l'Université d'Aix-Marseille, et Christine Vernat, qui est paléoanthropologue, chargée de recherche au CNRS et au Musée de l'Homme. Et ce double commissariat donne un petit peu la couleur de cette exposition, c'est-à-dire que l'objectif, c'était de faire se croiser différentes disciplines, sociologie et anthropologie, paléo-anthropologie également, afin de porter un regard sur la mobilité humaine et le phénomène migratoire. On a souhaité convoquer plusieurs disciplines dans cette exposition de sciences et sociétés pour répondre aux questionnements qu'on peut avoir autour du phénomène migratoire. Et on a constitué un comité scientifique de 11 personnes qui représentent justement ces différentes disciplines, donc afin de questionner les enjeux et d'appeler le regard de préhistoriens, de géographes, d'anthropologues, de juristes, de démographes également, afin de s'arrêter sur les représentations du phénomène migratoire. Alors, je vais avancer un petit peu rapidement sur la genèse et l'origine du projet. L'origine vient maintenant de plusieurs années, de 2018, à travers la collection des manifestes du muséum. Donc, ce sont des petits ouvrages qui posent un regard, un positionnement du muséum sur différents faits de société. Le tome 2, en 2018, était sur les migrations et souhaitait donc rappeler tout simplement qu'il n'existe pas de vivant sans migration, que tout migre, comme on l'a vu tout à l'heure. Et de là, de ce premier manifeste, est née l'idée d'une exposition centrée plus sur la mobilité humaine, sur la partie humaine qui était traitée dans ce manifeste, qui évoquait aussi les questions du vivant et les migrations animales et végétales, et d'en faire donc une exposition quelques années plus tard. Donc, dans le comité scientifique, on retrouve évidemment plusieurs des personnes qui ont participé à ce manifeste, où les différentes disciplines étaient également représentées. Donc, cette exposition, elle est structurée en 3 parties. Je vous montre rapidement donc, les espaces et les parties. Donc,
qu'on appelle les mots de la migration. Deuxième grande partie sur la compréhension des migrations contemporaines internationales. Je précise internationales parce qu'on a décidé de s'attacher aux migrations internationales et non pas aux migrations internes. Et puis une troisième partie qui s'appelle migration et évolution, qui va interroger le temps long et faire un retour dans le passé pour s'intéresser aux migrations préhistoriques. On a volontairement choisi de ne pas faire une exposition chronologique, de ne pas démarrer par les temps anciens pour ensuite filer vers les migrations contemporaines, mais à l'inverse de rembobiner le temps, de démarrer par ce que nous connaissons peut-être plus aujourd'hui, donc les enjeux sociétaux autour des migrations contemporaines, et ensuite d'aller interroger le temps long et de tisser des liens entre migrations actuelles et migrations contemporaines et migrations anciennes, pardon. Alors, sur la scénographie, on a fait appel à l'atelier Cross Patras, qui, pour de la petite histoire, a créé ce décor de différentes caisses de transport. Donc, on les appelle les Palbox. Ce sont des empilements de caisses de transport qui ont voyagé, qui ont été dans des réseaux de marchandises. L'idée du scénographe, c'était d'utiliser cet objet comme décor pour évoquer un monde en mouvement, la mondialisation, le fait que migration est aussi étroitement liée à la question du commerce et de la mondialisation. Donc ça nous sert de décor dans cette première partie. Et dans cette exposition, on aura tout un mélange en fait de présentations d'objets. Donc, on a une centaine d'objets, une quinzaine d'œuvres d'art, présentation de données scientifiques, bien évidemment, d'iconographie, de textes. Et il y a également une forte composante audiovisuelle et multimédia dans cette exposition. Donc, on a présenté à la fois des objets de nos collections, mais beaucoup d'emprunts faits auprès de particuliers ou d'institutions, dont le MUSEM, dont le MNHI. Le mage, etc. Alors pour dérouler un petit peu la présentation, on démarre cette première partie sur la question des mots de la migration. Il nous semblait important d'aller vers les questions du langage et des représentations pour poser, comme l'ont fait d'autres projets, la question des définitions, du statut, des étiquettes, afin de montrer quelle réalité se cache derrière ces différents termes. Donc, on a structuré le parcours autour des 5 mots qui reviennent régulièrement: réfugiés, expatriés, migrants, étrangers et immigrés, afin de faire réfléchir à tout cet imaginaire qu'il y a derrière et aussi aux droits et aux statuts que ces mots impliquent. On a travaillé donc aussi sur la question de la rhétorique migratoire et du fantasme de submersion, d'invasion qui est accroché encore au phénomène migratoire, afin de confronter ces questions de vocabulaire à des chiffres et à des données, tout simplement en montrant des statistiques démographiques sur les volumes et les chiffres qui concernent aujourd'hui la migration internationale. La deuxième partie, qu'on appelle «Comprendre les migrations contemporaines», va s'arrêter pour faire une forme d'état des lieux, à quoi ressemble le phénomène migratoire aujourd'hui, qui migre, d'où à où, évoquer la question des trajectoires, des flux, surtout la grande diversité des profils, qu'on va retrouver, dans la migration. Ici, vous voyez par exemple une des œuvres de l'exposition. Donc, c'est l'œuvre d'une artiste indienne, Rina Kalat, qui représente les flux migratoires à travers un tissage de fils électriques, mais surtout qui inverse en fait le monde de façon à décentrer le regard sur le nord et le sud. Et c'est une des thématiques qu'on a particulièrement traitées, donc toute la question de la cartographie, de la difficulté à représenter les flux migratoires et à les visualiser. Je vais pas tout dérouler parce que je pense qu'on n'a pas le temps, mais un des thèmes qui nous a semblé important aussi en accord avec notre comité scientifique, et notamment en sociologie, c'est la question de l'expérience, évidemment, de la migration, et de ce qu'on a appelé l'immigration. Enfin, c'est travaillant avec différentes personnes qui nous a semblé important de s'arrêter sur cette question du lien et des transformations liées à nos usages numériques aujourd'hui. Donc, on a consacré une section justement à cette question de immigration, en montrant l'évolution des moyens de communication, l'importance du lien, la question de l'ubiquité, pardon, presque, qui existe aujourd'hui avec nos réseaux sociaux et nos smartphones, et combien en fait cette composante numérique est importante aujourd'hui dans le lien avec le pays quitté.
On a présenté par exemple ce projet avec une artiste qui s'appelle Séverine Sajou, où on propose 5 smartphones, 5 téléphones aux visiteurs, et à l'intérieur, en fait, elle a suivi le parcours de 5 personnes actuellement en migration, donc à Haïti, en Tunisie, à Calais, en Angleterre. Et elle les a interrogés sur leur usage du téléphone, comment en fait le téléphone intervient dans la préparation, dans le vécu du voyage, et après évidemment, après le voyage, et même très en amont dans l'image que les réseaux ou le téléphone peut véhiculer sur le pays vers lequel ils vont se rendre. Donc c'est un dispositif interactif qui, voilà, qui nous a demandé pas mal d'accompagnement, mais dont on est assez content, parce qu'il nous permet de proposer des témoignages très actuels en ce moment, avec une interface comme ça qui reprend les pictos de WhatsApp, TikTok et autres, qui sont aujourd'hui assez importants on va dire, le rêve migratoire aussi, qui accompagne certaines migrations. La troisième partie, et c'est là où on a une rupture dans notre narration. On va à ce moment-là dérouler, comme je disais tout à l'heure, le temps en arrière, et se poser à interroger les premières migrations. Mais l'idée derrière tout ça, c'était évidemment de replacer le phénomène migratoire sur un temps long, appeler des questions de génétique, d'anthropologie, d'archéologie, de façon à montrer que l'humanité a toujours migré et qu'elle continuera de migrer. Et de se poser un petit peu pour raconter les premières migrations anciennes. Et d'appeler aussi des questions de méthodologie, c'est-à-dire on va essayer d'expliquer à nos visiteurs comment les scientifiques, archéologues, préhistoriens, généticiens, linguistes travaillent sur les migrations anciennes, comment ils peuvent nous raconter ce récit des premières migrations, avec quels outils, avec quel type de recherche. Et donc on présente tout un ensemble ici d'objets archéologiques et de différentes recherches menées sur les premières migrations. Donc dans cette troisième grande partie, migration et évolution, on va à la fois s'arrêter sur les premières migrations, mais aussi rappeler tout simplement que toutes nos sociétés sont évidemment construites sur les migrations, qu'elles en sont indissociables, et que toutes ces migrations sont des éléments constitutifs de nos sociétés actuelles, faites évidemment d'emprunts, de mélanges, de brassages, de circulation, qu'il s'agisse de circulation de gènes, d'idées, de savoir-faire, de culture, d'art, de cuisine, de langue, etc. Donc cette troisième partie montre beaucoup d'exemples de nos sociétés actuelles qui montrent que tout ce brassage, tout ce mélange culturel et biologique se lie dans beaucoup de champs et de pans de nos sociétés actuelles. On s'est attaché ici à évoquer des questions autour de l'alimentation, du langage et de différents aspects de nos modes de vie. Merci. Voilà. C'est Je vais bon, m'arrêter là. merci. Ouais. Désolée, hein, j'ai le mauvais C'est pas rôle grave. avec François, mais Il y a pas de problème. donc je vous remercie tous et toutes sur cette présentation qui donne envie hein, d'aller voir toutes ces expositions. Donc la première question qu'on avait vue, alors certains en ont déjà répondu, donc pour ces questions-là, je vous invite à faire des réponses assez courtes. Quelles sont les raisons qui ont présidé à la programmation de cette exposition, et est-ce que l'actualité a eu une influence pendant le cours de projet sur certains choix ou a soulevé certaines questions? Donc on peut peut-être, parce que Camille l'avait évoqué lors de la préparation, peut-être Camille, est-ce que pour le MUSEM, tu veux commencer? Oui, merci Elisabeth. Effectivement, dans l'exposition, nous parlons de retour possible ou impossible vers des territoires qui sont aujourd'hui frappés par la guerre, évidemment le Liban, Israël, Palestine, et par rapport à l'enquête collecte en particulier qui a eu en Cisjordanie dans le camp d'Aïda, qui était tout entière tournée autour de la question de la revendication du droit au retour des réfugiés. Et bien évidemment, l'enquête a eu lieu à l'été 2023. L'exposition a ouvert cet automne, donc l'enquête collecte a été conçue, menée avant le 7 octobre 2023 et la guerre qui a suivi à Gaza et désormais sur le nord du territoire israélien et le Liban. Or, nos enquêteurs et les personnes qu'ils avaient rencontrées sur place sont restés évidemment en contact. Les dessins de Benji ont été dessinés, finalisés pendant une année entière. Donc,
jusqu'à l'été 2024. Et au cours des échanges maintenus avec les personnes, les acteurs qu'ils avaient rencontrés sur le terrain, a émergé le souhait de faire intégrer de nouveaux objets à l'exposition qui évoquaient plus directement l'actualité et la guerre et les conflits en cours. Donc ça a été pour nous vraiment un dilemme, un questionnement qu'on a eu. Est-ce qu'on devait intégrer ces objets ou pas? Et finalement, le choix qui a été fait, ça a été de les exposer. C'est notamment le cas du cerf-volant, vous avez peut-être entreaperçu sur l'une des photographies du PowerPoint. Cerf-volant qui évoque directement les bombardements à Gaza, qui n'était pas notre terrain d'enquête au départ, mais qui est un objet qui, depuis de nombreuses années, est réalisé dans le cadre d'activités associatives avec des enfants pour revendiquer ce droit au retour. C'est vraiment un support de revendication qui se déploie dans le ciel chaque année de longue date. Et donc, en accord avec nos enquêteurs, avec les acteurs impliqués, nous avons choisi d'intégrer cet objet en particulier et d'autres, puisqu'il était tout de même pertinent scientifiquement par rapport à notre propos. Et donc, voilà, l'exposition a été percutée par l'actualité et on a vraiment choisi de ne pas y être aveugle et de ne pas être fermé, de rester en lien avec ce terrain qui avait été, encore une fois, voilà, largement co-construit avec les enquêtés. Donc, il y avait pour nous une logique à respecter, une éthique, évidemment, à suivre. Et donc, voilà, nous avons fait ce choix en conséquence et nous évoquons, bien que de manière limitée, l'actualité. Et je dois dire que lors du vernissage, mais lors du premier retour des visiteurs que nous avons eus, à la fois par rapport aux vitrines sur le Liban, par rapport à ces vitrines sur la Cisjordanie, évidemment, les émotions sont très vives, sont très fortes, partagées, et je pense que ça aurait été une erreur de ne pas s'ancrer quand même dans cette actualité aussi tragique peut-être. Merci Camille. Peut-être au Louvre-Lens, Florence ou Marco, sur cette question de... Ouais. Alors, en quelques mots, et Marco complétera certainement, d'emblée, Dominique de Fonréau avait conçu l'exposition comme une exposition Beaux-Arts, mais on ne peut pas empêcher l'actualité de s'en rapprocher de par la présence de certains artistes, évidemment. Quant à la collecte, on a évoqué les prêteurs qui ont dû renoncer à leurs prêts, frappés d'OQTF, et puis au fil de la constitution de l'appareil de médiation, la nécessité, par exemple, et j'ai reconnu cette volonté aussi dans d'autres structures, de constituer un vocabulaire, un glossaire de termes permettant à la fois à nos collègues de face publique et aux visiteurs finalement de mieux appréhender les méandres de l'immigration qui ne sont pas évidents pour tous. Et on a été régulièrement frappés aussi par les événements qui se déroulent pas très loin de là, à Calais, qui sont évoqués dans plusieurs pièces de l'exposition, puisque le fil rouge, finalement, c'est la mer, le bateau, et voilà, on était à chaque fois percutés par l'actualité. Marco, je ne sais pas si... Oui, je rajouterais plutôt sur la question de la programmation que l'exposition est arrivée dans un creux, on va dire, de direction, et que le sujet de la migration n'était pas forcément anticipé dans une programmation sur le temps long, mais qu'il s'inscrive cependant dans vraiment l'action culturelle, enfin en tout cas le projet scientifique et culturel du Louvre-Lens, à la fois son lien sur le territoire et puis aussi sa volonté de traiter de grandes thématiques de la société à travers les collections, les grandes collections, notamment du Louvre, mais pas que. Et cet aspect qu'évoquait Beaux-Arts de l'exposition donne un regard un peu plus réflexif peut-être. On va vraiment s'attacher plutôt aux questions iconographiques, la représentation de l'exil dans les arts. Mais malgré tout, comme l'a évoqué Florence, vu la présence de certains artistes et puis l'actualité, on était quand même obligé de parler de certains sujets. Et la collecte aussi nous a amené à parler de certains sujets qu'on n'avait pas forcément anticipés, d'avoir aussi un aspect très sensible, à la fois dans l'accompagnement des visiteurs, mais aussi, enfin, des témoins, mais aussi après, comme l'a évoqué Florence, dans l'accompagnement des visiteurs.
Merci Marco. Alors, je crois qu'on a perdu Elisabeth, enfin, qui a perdu sa connexion, mais justement pour rebondir sur l'histoire de la collecte, je crois qu'elle souhaitait vous sonder sur justement la facilité ou pas que ça a été pour vous donc de mettre en place ces différentes collectes et sur quelle méthodologie vous êtes appuyé. Donc, je ne sais pas si certains parmi vous souhaitent prendre la parole sur cette question plus particulière de la collecte et des spécificités que cela a demandé pour ces expos. Je peux peut-être m'exprimer pour le MUSEM, puisque, alors oui, il ne s'agit pas tout à fait du même type de collecte qui a été réalisé par le Louvre-Lens ou le Muséum de Bordeaux notamment. Il s'agit d'enquêtes collecte de terrain, donc ce sont des enquêtes que nous décidons de mener sur un certain nombre de sujets, de thématiques qui nous semblent importants de faire entrer en collection au MUSEM. Et donc, dans le cadre spécifique de l'enquête collecte Revenir, elle a fait suite en fait à un premier contrat de recherche postdoctorale de Giulia Fabiano, menée entre 2016 et 2017, qui avait déjà donné lieu à une toute première journée d'études sur la question du retour en Méditerranée. Et lorsque Giulia et moi reprenons en 2018 l'idée d'un projet d'exposition sur ce sujet, nous avons à nouveau travaillé avec les chercheurs qui avaient été participants de cette journée d'études. Nous en avons réalisé une nouvelle pour mieux identifier les terrains, les sujets qui nous semblaient importants à l'explorer en fait. On a aussi proposé à des enquêteurs de mener, donc de retourner sur des terrains qu'ils et elles connaissaient déjà de longue date, parce que, comme je le disais, on est là vraiment dans l'exploration, l'enquête de sujets sensibles, très intimes, qui touchent à la revendication militante, politique parfois. Et donc, on avait vraiment besoin d'enquêteurs déjà familiers, en fait, des terrains à réexplorer, déjà avec un certain nombre de contacts sur place. Et donc, l'enquête collecte a été repoussée à cause de la pandémie, puisque les terrains auraient dû avoir lieu à l'été 2020 au départ. Ils ont donc été un petit peu décalés dans le temps, mais la méthodologie suivie a été la même, c'est-à-dire un moment d'enquête très resserré. On est entre une semaine à 10 jours maximum, avec 1 à 2 enquêteurs qui vont aller sur le terrain pour rencontrer les personnes, pour aller donc, prendre des photos, enregistrer, filmer parfois, ou dessiner dans le cas de Benji, autour de différents acteurs qu'ils et elles ont identifiés en amont, avec toujours comme enjeu de présenter le MUSEM, ce que nous sommes, pourquoi on collecte, pour qui, quelle est la destination, à la fois des archives, des documents, des objets qui vont nous être parfois donnés ou vendus. On peut aussi, dans le camp d'Aïda par exemple, un certain nombre d'objets ont été achetés dans une boutique de souvenirs qui s'appelait The Key of Return Shop, qui nous intéressait beaucoup. Donc il y a à la fois des dons et de l'achat qui sont possibles sur le terrain. Et à l'issue de cette enquête, des rapports nous sont émis, sont rédigés par les enquêteurs et les enquêtrices. Les objets arrivent au MUSEM et sont ensuite traités comme du matériel d'étude. Pour l'instant, tous les objets que nous avons retenus, tous les objets collectés ne sont pas dans l'exposition, hein, bien sûr, mais tous ont le même statut, celui de matériel d'étude, et à l'issue de l'exposition, un processus d'entrée en collection, donc d'acquisition sera lancé. Donc voilà un petit peu rapidement brosser la méthodologie d'enquête que nous avons suivie au musée. Merci, je suis revenue. Désolée pour connexion perdue. Beaucoup de travaux par ici. On avait aussi évoqué la question de la médiation. Ça a été abordé, mais est-ce que pour des établissements sur lesquels les migrations ne sont pas forcément le cœur du sujet, est-ce que vous avez mis en place des dispositifs de médiation particuliers, ou est-ce qu'il y a une manière, selon vous, d'aborder ce sujet dans votre exposition qui est un peu différente d'autres, ou pas du tout, au contraire, vous avez les mêmes formats? Je ne sais pas, Mathilde, si vous voulez nous en dire un mot? Alors, sur l'aspect de la médiation, alors ça dépend ce qu'on entend par médiation, mais on a, pour la médiation vis-à-vis des publics, enfants, par exemple, au sein de l'exposition, nos collègues, du service de la médiation et de l'action culturelle ont développé un parcours, enfant, particulièrement intéressant, et assez ambitieux par rapport aux autres expériences qu'on a pu avoir, qui s'adresse à des publics de 10-12 ans et qui se traduit, à travers, à la fois un livret de visite, qui a été élaboré autour de 3 personnes, qui ont migré, 3 personnes, réelles qui ont participé, à ce parcours enfant.
Donc le livret est décliné suivant chacune des personnes et ça se traduit également par 10 arrêts dans l'exposition, donc sous forme de cartels enfants, en fait, tout simplement, bilingues toujours, et des renvois entre le livret et ces cartels, jusqu'à la fin où on peut retrouver le parcours des personnes qui croisent les grandes thématiques évoquées dans l'exposition. La question des stéréotypes, la question des trajectoires, et cetera, et cetera. Donc il y a un renvoi entre le réel et les questions traitées qui est assez intéressant et ça se finit par, un système de QR code qui renvoie sur, des interviews qui ont été réalisées, avec ces 3 personnes qui jusque-là, dans le parcours enfant, sont traduits sous forme d'illustrations. On ne les voit pas réellement et à la fin, on les découvre, sous forme d'interviews. Donc il y a ce jeu aussi entre, on va dire, réalité de l'interview et médiation par une forme d'illustration et de jeu qui fonctionne assez bien et on est, particulièrement content de l'intégration de ce parcours enfant dans l'exposition. On s'est beaucoup posé la question justement de comment, intégrer, cette, cible enfant, on va dire, dans une exposition qui parle aussi de questions de mortalité, de danger, de traumatisme et cetera et on voulait ne pas éluder ces questions-là tout en préservant aussi, certains publics. Voilà, les autres dispositifs de médiation in situ, sont plus ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire on a utilisé beaucoup le numérique, le multimédia, l'interactif, pour faire passer nos discours et juste un petit point sur, sur quelque chose qui nous a donné pas mal de fil à retordre, la question des données scientifiques qui était très importante pour nous parce que on est dans une exposition de sciences et société. On voulait relayer pas mal de chiffres sur, voilà, les volumes de la migration internationale, la part des femmes, la part des étudiants et cetera et les précédentes, expériences qu'on a pu avoir avec, des infographies imprimées, des statistiques, des pourcentages ne fonctionnent pas vraiment auprès de nos publics. Donc on s'est vraiment demandé comment on pouvait les transposer, les traduire pour qu'elles aient un impact, qu'on les retienne en fait tout simplement et comment on peut rendre lisibles, visibles, voire tangibles ces données dans l'exposition. Alors on a essayé de passer par un petit système de petites figurines, en fait, de petites poupées de 6-7 centimètres, afin de traduire, en fait, ces données dans l'espace, de les visualiser, de les toucher. Par exemple, on a le chiffre de 4 qui revient, donc 4 correspond au nombre de personnes qui, ne vivent pas dans leur pays de naissance actuellement ou 96 donc 96 de gens qui vivent dans leur pays de naissance. Un chiffre qu'on montre pour justement, montrer que les volumes ne sont pas aussi, importants qu'on le pense. Et ce 4 on va le traduire par, une centaine de petites poupées et 4 qui sont mobiles, voilà, qu'on a peint, qu'on a colorisé et cetera, de façon à essayer de poser dans l'espace, cette médiation autour du chiffre et de la donnée. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, oui, Florence, et après on se garde vraiment 10 minutes de questions parce que, alors si les collègues n'ont pas de questions, on pourra redévelopper, mais c'est important de pouvoir entendre et répondre aux questions. Merci. Je vais vraiment synthétiser. C'était juste, vous avez évoqué beaucoup de choses dans la médiation que nous avons aussi travaillé, livret, cartel. 2 points peut-être importants, un carrefour central, une muséographie, une scénographie qui permet aux visiteurs d'aboutir à une sorte de table ronde où il pourra découvrir des livres, écouter aussi des poèmes, des fragments littéraires en langue originale, donc quelque chose de très reposant qu'on essaie aussi de mener à chaque exposition. Et puis le fait aussi d'avoir travaillé des moments théâtraux ou des visites scénarisées avec des personnes en situation de migration sur le territoire. Donc, j'évoquais des parents allophones de la cité éducative qui proposent une balade sensible. Voilà, il y a ces 2 aspects, je trouve, qui ont bien boosté la médiation. Et je Merci. Merci. Et Nathalie, 1 minute. Et après, on passe aux questions. Merci. Oui, pour dire que parmi les différents dispositifs mis en place, je voulais revenir très rapidement sur le vocabulaire, qui est vraiment quelque chose sur lequel on a travaillé aussi, la différence entre le vocabulaire de la migration humaine et le vocabulaire des migrations végétales et animales, qui sont des terminologies parfois croisées, parfois différentes. Donc on a beaucoup travaillé cet aspect-là, avec un micro-trottoir où le public va pouvoir s'exprimer, et puis où les scientifiques du comité scientifique donnent leur propre définition.
un autre élément très développé, ce sont la thématique comment le sait-on, donc les différentes disciplines scientifiques qui permettent d'avoir des informations sur ces migrations et plus particulièrement les migrations animales et végétales, avec des petites manips à réaliser comme du comptage d'oiseaux par exemple, comme tirer des tiroirs qui représentent une stratigraphie pour les migrations anciennes sur le temps long. Et puis dans le Muséum de Bordeaux, comme toujours, les médiateurs scientifiques qui sont présents dans l'exposition avec un chariot du médiateur, avec quelques objets supplémentaires autour desquels les visiteurs peuvent se regrouper pour demander une aide, une explication, développer un point de vue particulier. Et voilà, ils vont pouvoir véritablement attirer les visiteurs vers les questions qui les intéressent le plus. Merci. Alors, Adélie Chevet, vous avez levé la main. Non, vous êtes disparu entre-temps. Alors, il y a une question dans le chat. Est-ce que des déclinaisons itinérantes sous petite forme de ces expositions sont-elles prévues? Émilie. Non, on a une réponse. Oui, oui. Alors, je sais pas encore s'il y aura une version itinérante mobile de l'exposition Chaque vie est une histoire, mais en tout cas, le MNHI décline systématiquement ses expositions temporaires et aussi son parcours permanent sous format d'exposition mobile, donc de panneaux roll-up qui sont voilà, mis à disposition de nos partenaires et qui reprennent le contenu de manière synthétique, mais qui reprennent en majeure partie le contenu des expositions. Donc, on en a pour toute une série d'expositions et notre parcours permanent qui est une somme sur l'histoire de l'immigration en France. J'imagine, il n'y a pas de raison qu'on décline pas l'exposition Chaque vie est une histoire en exposition mobile, mais ça, c'est encore à voir. Merci. Adélie Chevet, vous êtes revenue. Voilà. Oui, excusez-moi. Bonjour à tous. Alors, je suis Adélie Chevet, je travaille au MUSEM. Je suis chercheuse au départ et donc en charge d'une enquête collecte sur les artistes en situation de migration forcée. Donc, je me pose en fait une question qui s'adresse à ceux qui ont réalisé des enquêtes collectes et donc qui ont été en contact avec les personnes migrantes, donc les personnes vulnérables. C'est une question en fait que je me pose et donc je vous pose de façon à pouvoir un peu nourrir ma réflexion. En fait, je me pose la question très simplement du rapport de force qui existe entre un musée et des personnes migrantes lorsqu'on parle d'enquête de collecte et d'identification des objets et des personnes, notamment lorsqu'on travaille avec des personnes vulnérables. Alors, par exemple, j'ai vu que, j'étais vraiment très touchée par l'exposition du Louvre-Lens et cette enquête qui a été menée en lien avec des intermédiaires comme la CIMAD. Et donc, je voudrais juste savoir comment vous avez négocié en fait ces rapports-là, c'est-à-dire comment est-ce que vous négociez les attentes qui peuvent être assez fortes de la part des personnes migrantes, d'être représentées dans une institution aussi importante et aussi des intermédiaires qui peuvent aussi jouer le rôle parfois de gatekeeper et donc de sélectionner pour vous l'accès à certaines personnes. Et donc, ce rapport-là, je trouve à négocier, j'aimerais un peu avoir votre retour dessus. Merci beaucoup. Je vais peut-être dire juste un mot parce que je pense que c'est une question très, très importante, plus largement sur la collecte et ça ne touche pas que les migrations, mais cette question du rapport de force, elle est centrale. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'un jeudi à part, donc on ne pourra pas tous développer, mais puisque la question a été adressée au Louvre-Lens, je vous laisse répondre. Alors, en deux mots, les prêteurs ne sont pas des artistes. Donc, ce sont vraiment des gens qui, sur la base du volontariat, qui ont choisi de prêter des objets. En revanche, effectivement, donc il n'y a pas eu de pression, il y a eu des attentes, certainement, et de fait, certains ont ensuite été intégrés à leur demande à d'autres dispositifs, par exemple, rédaction de cartels participatifs pour la nouvelle Galerie du Temps. Donc, pour certains, il y a eu clairement une envie de progresser. On a eu une stagiaire, enfin, il y a eu beaucoup de choses. Et ça, c'est tout à fait positif. Ça, on était ravis, mais il n'y avait pas de
de questions de création. En revanche, effectivement, vous parliez de la CIMAD, ce qui est assez amusant, c'est que finalement, les personnes prêteuses d'objets sont des encadrants de la CIMAD. Donc, on a aussi parfois eu des bouleversements d'échelle, pourquoi pas, et c'était aussi, voilà, elles avaient une histoire familiale ancrée sur le territoire, elles ont prêté des objets. Et dernier élément, et après je me tais, nous avons travaillé avec des étudiants, et c'était aussi quelque chose de très fort, parce que le lien qui s'est créé entre les étudiants et certains prêteurs était tout à fait émouvant. Et du coup, d'une certaine façon, cette humanité remettait un petit peu les choses, voilà, facilitait, remettait les choses à un niveau peut-être plus simple, presque plus quotidien. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci. Non, c'est très bien, merci. Il y a une question aussi dans le chat. Comment le MUSEM recrute-t-il ses enquêteurs et travaille-t-il sur plusieurs enquêtes collectes? Adélie est présente aussi parmi nous. Donc, Adélie, n'hésite pas à me compléter, puisque tu as été recrutée pour mener une enquête collecte. Alors, je dirais qu'il y a différentes modalités. Dans le cas d'Adélie, par exemple, on publie chaque année pour des contrats de recherche post-doctoraux un appel à projet qui peut être lié à un appel à enquête collecte. Donc, c'était le cas pour l'enquête collecte sur les artistes en situation de migration. On a eu une enquête collecte menée autour du confinement, du Covid, donc qui avait également fait l'objet d'un appel à projet. Donc, on travaille là en collaboration et en convention avec des structures de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme le HESS notamment, ce qui nous permet d'avoir à l'année, donc ce sont des contrats d'1 an, renouvelables 1 an, actuellement. Donc, à l'année, on peut avoir 2 à 3 chercheurs postdoctorants qui sont intégrés au sein du MUSEM et qui peuvent travailler à des enquêtes collectes. Dans le cas de Revenir, ça s'est fait de manière moins contractuelle, on va dire, sur la moins longue durée, puisque là, Julia Fabiano avait déjà réalisé son postdoctorat il y a quelques années. On avait un réseau de chercheurs travaillant sur ce sujet déjà connu, identifié. Et donc, à la suite de la journée d'études qu'on a refaite en 2020, on a pu proposer des missions, en fait, plus ponctuelles, plus resserrées à ces 6 enquêteurs et enquêtrices. Donc, des missions qui sont prises en charge par le MUSEM avec une rémunération limitée, mais néanmoins présente, évidemment, pour l'enquête elle-même et la rédaction du rapport d'enquête. Donc là, on est sur des budgets plus resserrés, évidemment, plus contraints, d'où ces terrains qui sont d'une durée moyenne d'1 semaine par terrain identifié. Voilà, Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions, soit oralement, soit dans le chat? Non, donc est-ce que j'avais une question à poser pour ceux qui sont déjà ouverts. Est-ce que vous avez déjà des retours des publics? Est-ce qu'il y a des choses notables que vous voudriez partager dans les 2 minutes qui nous restent? C'est le Louvre-Lens et le MUSEM. C'est ça, de Louvre. Voilà. Nous, on a une très, très bonne fréquentation actuellement pour ce petit espace d'exposition qui n'est pas notre exposition principale. Donc, on est à 830 visiteurs jour, ce qui pour cette salle en cette saison est un très bon chiffre. Et sur les premiers retours, on a demandé à mettre en place une enquête de public un peu plus approfondie parce qu'on a des retours très forts. Beaucoup d'émotions, en fait, d'émotions très vives qui va vraiment une forte identification a priori de nos publics par rapport aux histoires qui sont racontées dans l'exposition. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais nos cartels développés ne sont pas rédigés en majorité d'entre eux par les commissaires, par Julia et moi, mais par nos prêteurs et nos artistes. Donc on est vraiment sur des témoignages qui a priori touchent énormément nos publics. Donc je dirais beaucoup d'émotions, beaucoup d'identification de la part de nos visiteurs dans cette exposition. Merci. Bon, s'il n'y a plus de questions, il me reste quelques secondes pour vous remercier toutes et tous et puis
inviter les collègues participants si vous le souhaitez. Je pense que ce sera avec plaisir que chacune répondront à des questions plus ciblées. Et comme l'écrit Céline, peut-être qu'on pourra trouver un moyen de partager les retours des publics plus tard. Il y a une journée, c'est le 21 novembre, c'est ça, au Louvre-Lens spécifique. Donc si vous avez l'occasion de vous déplacer, n'hésitez pas. Enfin, j'invite à votre place, mais en tout cas, voilà, c'est On vous intéressant d'en attend. parler. Et puis on trouvera sûrement d'autres temps au cours des rencontres professionnelles ou d'autres événements de la FEMS. Donc merci à toutes et à tous. Merci à François toujours pour cette organisation sans faille et à tous nos adhérents que l'on espère retrouver tout au long de nos prochaines programmations. Très bonne journée à toutes et tous. Merci beaucoup, bonne Merci journée. beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci. Oui, au revoir.